soirée conférence sur les centrales. Et donc je passe tout de suite la parole à notre conférencier Bernard Ollier. Un des conférenciers. Alors, bonsoir. Donc, je vais tout d'abord vous passer un petit film qui a été tourné en 1986 dans la centrale de Grosby avec l'autorisation de M. Haar à l'époque. Et donc on avait constitué une petite équipe de reporters, entre guillemets, et on a donc fait un stage de formation pour la télé locale à l'époque. Et donc il y avait Philippe Thierry, il y avait aussi Vincent Krauss et moi-même. Donc on a fait un petit film qu'on va vous montrer. Bon, il a beaucoup de défauts par rapport à ce que Bernard fait maintenant, rien à voir, mais bon, ça a le mérite d'exister. Ça montre la centrale, ça montre aussi l'intérieur de la centrale, et ça montre aussi le port, l'activité de chargement d'une péniche. Après ça, je vous donnerai quelques informations, enfin quelques chiffres sur la centrale, et puis Norbert et Didier enchaîneront avec d'autres. Et si à la fin, quelqu'un a peut-être envie de raconter, de faire un témoignage sur quelque chose qui l'a particulièrement marqué pendant sa carrière aux HBL, c'est aussi le but de recueillir des témoignages et peut-être des anecdotes qui feront un jour l'histoire dans quelques années. En 1949, c'était le début des travaux de génie civil, et donc octobre 1949. Et en 1954, les groupes sont démarrés. 140 mètres, c'est la hauteur des deux cheminées. À l'époque, c'était les plus hautes d'Europe. Et elles ont été construites en 1959. 2000 tonnes, c'est la masse de chacune des cheminées. 110 MW, c'est la puissance de la turbine de chacun des deux groupes, donc 220 MW de puissance totale. Didier le disait tout à l'heure, déjà 30 mètres, c'est la profondeur des puits sur lesquels repose le bâtiment principal de la centrale. Et 150 000 à 200 000 tonnes, la capacité du parc à combustible qu'on vient de voir tout à l'heure. Un peu plus de 12 km, c'est la distance parcourue par les wagonnets du téléphérique bicâble reliant la gare de triage de Forbach-Marino à la centrale thermique. Et on transportait donc des schlamm, Didier l'a expliqué tout à l'heure, des mixtes, et à la fin aussi des charbons marchands, surtout à partir de 1974. 2,5 mètres par seconde, c'était la vitesse de déplacement des wagonnets. 550, le nombre de bennes, wagonnets transportant chacun 1500 litres, donc 1,5 tonne grosso modo. 275 mètres cubes par heure, c'était le débit du téléphérique. Et donc le chiffre 0 pour aucun réfrigérant atmosphérique n'a été nécessaire grâce au site en bordure de Sarre. Et le 31-3-87, c'était l'arrêt définitif de la centrale thermique. Et 12 000, c'était le nombre de manifestants présents dans les rues de Grosby pour protester contre le projet ESIS d'incinération des ordures. Donc c'était au mois de juin 1988. Et enfin, en octobre 1988, ESIS a décidé de retirer son projet. Et en 1990, le 13 janvier, la première cheminée basculait, et le 5 février, la deuxième s'écrasait au sol. Et le 7 mars, c'était le foudroyage des bâtiments en briques rouges. 425 kg, c'était la masse d'explosifs utilisés, et 1700 le nombre de détonateurs utilisés. Je reprends cette image-là. De la centrale, donc en regardant de Grosby vers Sarreguemines, qui venait la stocker ici pour pouvoir après le reprendre pour rouler au niveau des chaudières. Et les camions, ils passaient à l'époque dans le village. Oui. Donc là, ce bâtiment-là que vous voyez, donc là tout au début, c'était l'infirmerie.
Ce bâtiment il a été rasé aussi après par la suite. Monsieur tout à l'heure qui parlait de Stark, lui, c'était le secteur où lui il travaillait, donc il faisait de la soudure. Et il y avait les gens du parc à charbon qui avaient également un atelier. Les fraiseurs, les tourneurs qui étaient là-dedans, et ainsi que le service électrique, le service technique. Il y avait encore le menuisier de l'autre côté, Poissignan. Et le monde, Ensuite, on arrivait donc la dernière cellule qu'il y avait derrière. C'était donc la partie magasin. Et c'est donc l'entrepôt. Enfin, il y avait pas mal de ferraille et des trucs comme ça qui étaient stockés dans cette cellule-là. Donc, vis-à-vis du magasin, tout ce qui était stockage de bouteilles d'acétylène, d'oxygène, tout ça, c'était dans cette petite locaux-là. Et donc, tout au bout, là où actuellement il y a les bureaux de la ZF, enfin, une partie des bureaux de la ZF, c'était la salle des conférences, enfin, il y avait des trucs comme ça. Donc, pour vous dire que... Il y avait le chalet, hein? Ah oui, le chalet. Il y a le chalet. Le chalet qui se trouve là. Donc, ce chalet, il y avait donc l'ingénieur entretien qui était là. Il y avait les préparateurs. Et ensuite, en dessous, enfin les plus anciens ils savent, ce qu'ils appelaient les kélarades. C'est-à-dire, c'est ceux qui pointaient, entre guillemets, les heures qui passaient sur les chantiers, des trucs comme ça. Oui, donc nous, on faisait pause de matin, le temps que la chaudière se refroidisse, et forcément, il fallait repartir le plus rapidement possible, parce que ça coûtait énormément d'argent. Donc systématiquement, il y avait donc, à la fin, on avait même des gens qui étaient d'astreinte, hein, et donc on revenait au poste de nuit pour éventuellement réparer la fuite. Hein. En sachant qu'il faisait toujours encore extrêmement chaud. Il n'y a jamais, durant toute la période d'exploitation, il n'y a jamais eu d'arrêt total de la centrale. Si. Les révisions qui duraient donc en fonction de... Par exemple, quand ils ouvraient les dépoussiéreurs, donc ils sortaient les grilles, ils les sortaient par l'eau, donc il y a des grues qui arrivaient. Et qui sortait tout ça. Ouais, t'as 2 tonnes, suivant la qualité du charbon, t'as 2 tonnes par mégawatt. Le rendement ne devait pas être énorme. 2 tonnes par mégawatt. Par mégawatt. Ça me paraît peu, ça. Non, par mégawatt. Attends, par 1 mégawatt. Là, tu avais parlé de 110. 3% de charbon. 220. T'as 440 tonnes par heure. Hein. Je parle par heure. Hein. Après, ça dépend de la qualité du charbon. Voilà. Ah, le chien, on avait la dernière. Oui, au début avec la poussière. Hein. Ouais. C'était pas pareil. Hein. Après, le charbon, une anecdote des cheminées, maintenant on revient de nouveau, hein, pour la hauteur de 140 mètres. Et combien, parce qu'on parlait tout à l'heure, les fondations de 30 mètres hein, pour les piliers, la centrale. 25 mètres. Et combien la fondation des cheminées, quelle hauteur, quelle profondeur? 25 mètres. Papa me disait toujours que le centre de gravité des cheminées en dessous. Attention, non, parce que moi-même, j'ai mesuré au poste de nuit avec un copain. On a mesuré le coffrage, c'était 2,50 m. Vraiment le socle. Et après, il y avait un grand socle tout autour. Hein. Parce que les cheminées, il ne faut pas oublier, ils bougeaient. Hein. Et ils n'étaient pas faux. Mais le coffrage, vraiment, c'était 2,50 m. Pas plus. 2,50 pas plus. Et après, c'était le grand coffrage tout autour. Et il y avait une source là-bas où Crosby aurait pu tirer toute son eau, qui était une source juste à côté, où ça coulait. Hein. Vraiment, ils avaient beaucoup d'eau. Et la bonne eau, qu'on aurait. Maintenant, on la cherche dans la forêt là-haut, mais c'était là. C'était là qu'il y avait une source à côté. Hein. Et alors, moi-même, j'ai mesuré 2,50 m avec mon copain, il est mort maintenant. Mais on a mesuré le coffrage qu'ils ont fait pour... Et après, c'était une grande plateforme. C'est pour ça, il basculait, mais c'était pas profond, hein, mais large. Et il bougeait. Papa m'a toujours dit que le centre de gravité des cheminées était sous le niveau du sol. Oui. Pour permettre aux cheminées de bouger sans cascade. Ben, je sais pas maintenant. La circonférence, là, je sais pas. Oui. Là, on pas mesure, mais j'ai dit, c'est pas profond. Alors, 2,50 m, c'était... Une bonne dizaine de mètres en
bas. Oh, oui, plus même. Hein. Et c'est pour ça qu'il basculait. Oh là là. Et là, quand ils ont monté la cheminée, jour et nuit. Hein. Ça montait de... Parce qu'on voit. Mais les cheminées, elles ont été maçonnées. C'est des bus quand tu étais mises l'une sur l'autre. Elles sont maçonnées. Elles sont maçonnées. Disons, à Carlin. Oh, le béton est coulé. C'était maçonné. Quand ils ont fait le KTLFC, ils ont fait ça en continu. C'est comme un coffrage qui monte, hydrauliquement monté au fur et à mesure, et puis en même temps les camions qui remplissaient le béton. Le bâtiment où il y avait donc les 5 chaudières. Donc le groupe 2 c'était ça. Et le groupe 1 c'était ça, le groupe 2 donc c'était la chaudière à 450 hein, et donc les 4 autres chaudières étaient là-dessus. Et donc il y avait différents étages, donc par exemple au rez-de-chaussée il y avait tout ce qu'on appelait les broyeurs, donc il y avait les broyeurs, il y avait 2 sortes de broyeurs, il y avait des broyeurs qui ressemblaient à un roulement, avec des grosses billes en fente qui pesaient, je ne sais plus exactement de mémoire, je crois que c'était dans les 50 ou 60 kilos. Enfin, horriblement lourd. Oui. Et chaque fois, alors il ne devait pas descendre en dessous d'un certain diamètre, parce que si c'était en dessous, c'était pas bon. Donc il fallait changer ces trucs, et c'était régulièrement qu'on les changeait. Et après, donc ça c'était 6 broyeurs, je crois, si mes souvenirs sont exacts. Et donc de l'autre côté, les broyeurs, c'était des broyeurs avec des bras articulés, un peu comme le style qu'il y avait au groupe 6 à Carlin, mais beaucoup plus petit naturellement.